Hello Valentin, Salut Fahim. c'est pas comme si on avait discuté juste avant. Le bonjour était très naturel, en tout cas, je dois te l'avouer. Comment ça va? Bah, écoute, très bien, ça me fait plaisir de faire cette interview avec toi, donc je suis tout Mm. oui. C'est génial. Donc l'idée de cette interview aujourd'hui, c'est qu'on va parler prospection go-to-market. Valentin est un expert en prospection, un expert en cold call, un expert en, je n'ai pas envie de dire go-to-market parce que pour des raisons qui sont les siennes et qu'il va expliquer, il n'a pas envie qu'on le catégorise sur cette partie-là. Mais il a une approche très intéressante. Euh, Peut-être sur 1000 personnes qui font de la prospection, il fait partie peut-être du top 10 des personnes à avoir cette approche-là, une approche extrêmement qualitative dans la manière de mener les calls, de mener les conversations. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette interview. Très bien, quelle Ouais, belle présentation. je te laisse peut-être ajouter si tu veux te présenter, si tu veux mettre des éléments. J'ai peu d'éléments à ajouter sur cette présentation, parce que tu en as déjà dit beaucoup, mais globalement, en fait, moi, je suis un profil qui va être issu vraiment du terrain. Donc, j'ai fait 10 ans de prospection en porte-à-porte avant de découvrir à proprement dit le call call. Et dans le porte-à-porte que j'ai fait, j'étais principalement dans l'agroalimentaire, à travailler aussi bien sur de la cible restaurateur que commerce de proximité dans des niches qui étaient très bataillées ou alors très disruptives et compliquées à vendre en termes d'innovation. Et qu'est-ce qui t'a amené à venir faire la prospection téléphonique aujourd'hui? La qualité la qualité de travail en soi, beaucoup la qualité de travail, puisque faire du porte-à-porte, c'est très très chronophage. Tu fais du porte-à-porte en quel que soit le temps en extérieur. Donc quand il fait froid, tu as froid. Quand il pleut, t'es mouillé. Et aussi, moi, j'aime cette approche d'appel à froid que j'ai découvert là depuis quelques années parce que tu peux mettre à plus grande échelle en fait des réflexions. Et pour moi, le call call, c'est aussi un peu le terreau pour pouvoir faire des A/B tests à grande échelle de manière rapide parce qu'on va contacter une personne, lui poser une question, échanger avec elle et avoir un résultat. Et il n'y a pas 36 000 réflexions derrière, donc ça permet d'aller rapidement d'une idée à une statistique. Cette notion d'A/B test, moi je l'entends beaucoup sur la partie marketing. Je n'ai pas souvent entendu sur la partie prospection commerciale, voire même prospection téléphonique. Est-ce que tu peux juste d'abord définir ce qu'est pour toi donc de l'A/B testing et après on pourra voir dans quel cadre est-ce que tu l'appliques sur du code call? Ouais. Ouais, je pense que l'A/B test, c'est un peu le mot fourre-tout pour dire un test de marché. Donc en fait, le but d'un A/B test, en tout cas comment moi je le conçois en appel à froid, puisque c'était ça la question, c'est ça? Mhm. C'est on a une idée, on se dit ok bon bah ce type d'approche en fait moi je pense que mon client il a ce type de problème et du coup si je lui présente son problème sous cette manière-là il devrait il devrait répondre ça. Donc le principe du test c'est d'aller appeler ces gens-là, de leur proposer ce problème, leur exprimer ce problème de cette manière et de voir comment ils réagissent. Et en fait, la partie test, ça va être de se dire, bon, bah, en fait, ce que j'ai dit dans X% des cas, dans 20% des cas, c'est je suis complètement à côté de de la plaque. Et pourquoi je suis à côté de la plaque? Et c'est d'aller creuser ça. Et dans X% des cas, c'est plutôt ça. Et du coup, c'est de se dire, bon, bah, vu qu'en fait, ce qui ressort, c'est plutôt ça, on va partir là-dessus et remettre à échelle et retester. Mhm. C'est, ça peut sembler évident par rapport justement à cette explication que tu as donnée, mais c'est quoi la différence entre ce que tu fais là et une approche un peu plus classique en prospection téléphonique? Souvent, en prospection téléphonique, on a une idée, on considère qu'on a identifié en fait ce fameux problème client, et en fait, on se dit que ce problème client, c'est ça qu'il faut identifier chez le prospect, et c'est ces prospects-là qu'il faut aller chercher. Et du coup, on va dans une démarche de volume et pas forcément dans une démarche de compréhension. Et là, la démarche, moi, que j'aime apporter au call call, c'est une démarche d'exploration. Et cette notion d'exploration, elle va par le fait d'essayer d'avoir des conversations réelles. Pas juste une conversation où on va pitcher un problème. Le prospect va dire souvent oui, non, mais quand on arrive à avoir un oui, il est souvent biaisé parce qu'on est dans un tunnel de vente. Et une fois qu'on a eu ce oui, faire des questions de qualification qui vont en fait venir aussi
biaiser la réponse parce que c'est entre guillemets des questions qui vont être très ciblées sur des choses souvent génériques. Et du coup, voilà. Et en fait, l'approche que j'essaie de mettre en place et que je mets en place, c'est plutôt une approche exploratoire. On va partir d'un constat d'une problématique marché. Et, euh, et là-dessus, c'est Alexandre Silla aussi qui défend pas mal ce point de vue pour le citer. Et en fait, le but, ça va être de proposer cette problématique au prospect et de voir comment il réagit face à ça et d'aller creuser, en fait, d'aller creuser. Et si on est à côté, d'essayer de comprendre pourquoi on est à côté et changer le message assez rapidement. Hmm. Donc, si je comprends bien, l'approche classique en call, ok, je t'appelle, oui, monsieur Moreau, bonjour. Alors, je m'appelle Fahim Masseni, j'ai telle proposition de valeur. Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que ça ne vous intéresse pas? Donc, ça, c'est l'approche classique en prospection téléphonique. Et celle que toi, tu as aujourd'hui et que tu apportes sur le marché, ce sera plutôt donc, ok, bonjour, monsieur Moreau, Fahim Masseni de telle structure. Je vous ai contacté parce que j'ai vu que c'est vous qui gérez tel sujet. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, non, on converse un petit peu. Et l'idée, ça va être de valider l'existence ou pas de problématiques et de creuser sur que fait cette entreprise, quelle est sa position aujourd'hui, et pas juste, entre guillemets, de faire de l'abattage téléphonique, si je résume assez vulgairement la chose. C'est ça, exactement. Et puis de ne pas aller dans la méthode de la bataille d'argumentaire, en fait, où on a une objection, on a un moyen, un argument pour contrer cette objection, mais plutôt en fait d'aller dans une approche où on a une objection, on creuse l'objection, on valide l'objection, on la creuse, et après on, on la décortique, et potentiellement on trouve un argument où on identifie en fait c'est quoi le levier de cette réelle objection. C'est fou, mais ça me fait beaucoup penser à une approche go-to-market. Donc, on a discuté un peu avant et tu m'as dit qu'en fait, bah non, t'as pas, ça peut y ressembler, mais que tu n'as pas envie de te faire catégoriser go-to-market. Est-ce que tu peux détailler un peu cette partie-là? Est-ce que ce que tu fais, c'est du go-to-market? C'est pas du go-to-market? Comment tu vois les choses sur ça? Et ben, ouais, c'est ça. C'est juste que si on considère que le go-to-market, c'est d'aller sur un marché et de faire un test sur un marché pour de faire ce test jusqu'à qu'on valide en fait un, comment dire, un modèle avec le marché, enfin quelque chose qui colle avec le marché, un market fit. Oui, ça c'est du go to market. Le but en fait, c'est de se servir de la prospection téléphonique comme levier pour récupérer des données, des insights prospects, etc. Et ensuite, surtout, faire circuler cette information pour adapter tous les messages de l'entreprise, que ce soit le marketing sur de l'ad, que ce soit de l'emailing, que ce soit du SEO, parce que du coup, on va savoir en fait c'est quoi les problématiques qui sont remontées par les clients, etc. Et en fait, c'est de se servir des appels comme voie du marché et de pouvoir se dire que ben, la base des appels va servir à toutes les équipes. Hmm. C'est très intéressant parce que moi, pour situer un petit peu, donc avant, moi, j'ai bossé dans le marketing, donc je connais un peu l'A/B testing, les différents canaux digitaux. Et quand je suis venu dans le monde du call, moi, justement, ça m'a frappé cette réalité où quand tu prends un appel téléphonique, tu peux tout de suite valider l'existence ou pas de problème. Tu n'es pas en fait enfermé sur une feuille sur Notion ou un doc sur Canva qui te dit, bah, en fait, voilà potentiellement les problèmes de nos clients. Là, tu vas tout de suite discuter avec eux et tu sors de là avec un recording et ça Mm. permet en fait un recording, un enregistrement d'appel sur l'appel de prospection. Et ça te permet donc d'enrichir ton site internet, d'enrichir tes publicités et de vraiment taper sur le vrai sujet. Parce que pour terminer sur ça, moi, je sais, tu me dis ce que tu en penses, mais quand il y a un script, quand on doit lancer une nouvelle mission et que tu as le script d'appel qui a été fait par la personne du marketing, souvent, ça ne reflète pas exactement la réalité terrain commercial. Tu vois, moi, j'ai toujours ce sentiment où le script qui vient des marketeurs, enfin des équipes marketing et communication, ça, c'est comme si ça projetait un certain idéal sur ce que devait être le marché. À côté de ça, si tu bosses sur le script avec les équipes sales qui sont sur le terrain concrètement, là, ça va straight to the point sur les vrais sujets. Je ne sais pas si toi, tu as expérimenté aussi cette différence entre l'approche market et l'approche commerciale terrain. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je serais beaucoup plus nuancé sur l'approche market, sur l'approche sales, dans le sens où souvent sur le market, je trouve qu'on arrive à un script complet du marketing ouais, est difficile et très bien à l'écrit, je trouve, mais est difficile à exprimer à l'oral. En revanche, je trouve que le market a souvent une meilleure aptitude à identifier les mots-clés qui vont parler, ou en tout cas les pain points qui vont parler aux prospects. Et pour le coup des scripts réalisés par les équipes sales,
Je trouve que ça dépend vachement en fait de la structuration des équipes et de leur aptitude à avoir déjà fait de la prospection. Parce que moi, je travaille avec beaucoup d'entreprises qui vont être un peu structurées ou qui sont sur des paniers moyens importants avec des cycles de vente longs et complexes. Et souvent, les équipes sales sont sur des ventes argumentaires, longues, consultatives, etc. Et quand on leur demande de, de nous aider à créer du script pour aller faire des tests marché, et ben en fait on se retrouve avec beaucoup d'arguments et beaucoup d'arguments très complexes, très nichés, qui en fait de prime abord pour le prospect sont beaucoup trop décorrélés de la réalité. Donc je pense qu'en fait ça dépend de la culture d'entreprise, s'il y a une bonne culture de prospection ou pas, ou si on est sur des cycles de vente et quels sont les profils des commerciaux derrière qui viennent nous aider à créer le script. Ok. Pour reprendre un petit peu donc, cette idée d'approche exploratoire, on pourrait penser que ça ne s'adresse qu'à une certaine catégorie d'entreprises. C'est quoi ton retour là-dessus? À qui, si toi tu devais répondre à cette question, à qui ça peut profiter, cette approche cold call exploratoire? Bah écoute, il y a plein d'entreprises pour lesquelles ça peut être pertinent. Ça peut être utile dans le cas de validation de product market fit avant de commercialiser un produit, typiquement pour faire soit de la précommande ou même ne serait-ce que pour identifier en fait quelle serait la cible à adresser une fois que le produit est sorti. Ça peut être sur une équipe qui est bien structurée, qui a des SDR, qui fait de la redevance, etc., mais qui va chercher à valider en fait si d'autres messages ne permettraient pas d'augmenter la performance sans avoir cette notion en fait de déprimer les équipes commerciales parce qu'elles doivent changer le message, elles doivent réapprendre, elles doivent faire des tests, donc en fait là elles vont pas toucher leur prime pendant un certain temps. Là ça permet de faire des POC de 5 jours où on va avoir une soixantaine de conversations et sortir des tendances. Et ça peut être des structures qui sont tout aussi bien structurées, mais qui vont aller chercher des nouveaux marchés, des nouveaux produits, de l'innovation, où là, on va pouvoir vraiment aller adresser ces nouveaux marchés et voir quelle est l'approche qui correspond le mieux. Si j'essaie de prendre un exemple de mon côté, tu vois, aujourd'hui chez Monsieur Lead, donc nous on fait de la prospection pour des boîtes en externe pour leur booker des rendez-vous, Mm. mais on fait également cette même prospection pour booker nos propres rendez-vous. Les secteurs d'activité qu'on maîtrise le mieux, en tout cas en prospectant pour nous-mêmes, ça va être les éditeurs de logiciels et les agences marketing. Donc là-dessus, il y a déjà des scripts qui sont posés. Mais si par exemple, demain je me dis, j'ai envie par exemple d'aller tenter du grand compte ou du mid-market sur nos services de prospection, il y a toujours ce risque de me dire, bah, je vais changer de cible, il va y avoir une baisse de la performance. Est-ce que les équipes vont venir avec moi? Est-ce qu'ils vont être motivés à vraiment tester ça? Parce que tu les enlèves d'un endroit où c'est déjà confortable, on maîtrise les objections, on maîtrise ce persona, à maintenant aller tester quelque chose. Mm. Et c'est là où cette offre prend tout son sens finalement, parce que toi, tu vas être capable d'aller effectuer ces tests sur un temps cadré et court. Donc, tu me disais donc un mois, en tout cas réparti sur 5 journées sur un mois, c'est bien ça. Si tu peux détailler un peu plus au niveau, comment tu l'exécutes en fait concrètement cette action-là? Bah, il y a deux choses que je vois. Je peux détailler comment comment fonctionnent ces actions et on peut revenir aussi sur ta manière de prospecter et extrapoler là-dessus. Globalement, juste pour commencer sur l'organisation, quand on fait une approche exploratoire, en fait, on va identifier une cible qu'on voudrait aller voir. Et une fois qu'on a identifié cette cible, le but, c'est de les appeler. Donc, on va commencer à aller challenger un petit peu les idées, c'est quoi la proposition de valeur, etc. Et concrètement, en général, après, on fait une première journée d'appel, on refait un point ensemble pour échanger, pour avoir les premiers retours. Et sur un mois, après, on va faire 4 autres journées, de sorte à avoir entre 60 90 conversations pour se dire que là, on a vraiment de, une tendance de marché qui se dessine. Et une fois que c'est réalisé et qu'on a validé le message, le but, c'est de pouvoir embarquer les équipes avec ce script et du coup les aider à aller là-dessus. Mais finalement, ça ressemble aussi pas mal à une étude de marché, mais cette fois-ci, je ne sais pas, mais j'ai envie de dire beaucoup plus qualitative. Parce que là, tu as sorti un chiffre assez fort, ce qui est qu'en fait, on ne valide pas d'hypothèse avant d'avoir eu 60 à 90 conversations. Mm. Ça veut dire que demain, si je
Ouais, Pardon? vas-y. Non, non, vas-y. C'est-à-dire que Ça veut demain? dire demain, si je me dis, OK, bah, on va lancer du mid-market ou du grand compte pour Monsieur Lead, parce qu'aujourd'hui, on tape bien sur du TPE, la PME, etc. Tu vas pouvoir en fait m'apporter 60 à 90 conversations pour me dire, bah, en fait, voilà potentiellement les directions commerciales, ce qu'elles pensent d'un service comme celui-là, ce qui peut les tilter, les intéresser. Et donc, moi, je repars avec toute cette information. Et après, je peux emmener ma prospection à l'échelle en Hmm. proposant cette fois-ci un playbook finalement qui fonctionne à mes sales avec recording qui peuvent activer et tout de suite donc amener des résultats à grande échelle, quoi. Exactement. Ça, c'est vraiment le but. Et même sur par exemple, tu disais tout à l'heure que tu prospectais sur des, euh, comment dire, des éditeurs de logiciels parce que c'est confortable, parce que tu connais les objections, tu sais les traiter, etc. Dans ta prospection quotidienne, en fait, si ça se trouve, on peut aller chercher un rendez-vous, deux rendez-vous supplémentaires par session de prospection parce que on est allé rechercher, en fait, aller challenger un petit peu ta gestion des objections. C'est-à-dire qu'on va prendre ton script, on va essayer de voir c'est quoi les objections qui reviennent, qui sont maltraitées ou alors qui sont dites, entre guillemets, disqualifiantes, et on va essayer un petit peu on va essayer de les creuser. Ou alors, on va essayer des approches un peu différentes pour voir si, en changeant quelques mots dans ton script, il n'y a pas moyen d'aller ratisser plus large ou aller convertir plus de rendez-vous ou, ou se dire, bah, en fait, c'est peut-être une question, le taux de transfert, c'est pas peut-être pas une question d'augmentation du volume de rendez-vous, mais une question de meilleure qualification à amont du rendez-vous. Et là, pour le coup, jusqu'où on peut aller dans la qualification du rendez-vous pour que ça facilite le closing derrière et que ça surcharge pas les équipes de rendez-vous inutiles. Ok, donc il y a la possibilité d'aller tester un nouveau marché, une nouvelle offre, une nouvelle audience, Mm, comme il y a la possibilité d'avoir une approche exploratoire, parce que tu prends les statistiques classiques en call call, c'est de te dire on va faire 100 appels. Sur ces 100 appels, on va pouvoir booker un, deux, trois rendez-vous. Et toi, ce que tu es en train de dire, c'est que ça, c'est pas figé. mm. Typiquement, peut-être qu'on peut venir avec une approche exploratoire, identifier des objections, tester les manières de mieux traiter ces objections-là et casser cette barrière entre un, 2, 3, et peut-être aller chercher 4, 5 rendez-vous en transmettant ensuite le playbook aux sales directement, c'est ça? Exactement. C'est hyper Exactement. intéressant, hein. Non, non, mais c'est hyper intéressant. Et en fait, le but à chaque fois, c'est de soulager l'équipe commerciale. Parce qu'on sait que les explorations de marché ou les refontes de script, c'est des points en fait pour les équipes commerciales parce que c'est des phases où il y a forcément moins de performance pour eux parce qu'ils ne sont plus dans leur zone de confort. Et donc, on sait que là, la conjoncture actuelle, elle est plus difficile et pour la prise de rendez-vous et pour l'allongement des cycles de vente. Du coup, la réflexion, c'est de se dire, bon, bah, en fait, quand on vient optimiser les process, on le fait en parallèle, on fait des tests en parallèle externalisés pour justement que les équipes commerciales puissent se focaliser sur leur plus-value. Et une fois, en fait, qu'on a réalisé ces études, par contre, on vient les embarquer en les coachant. Elles apprennent des nouvelles méthodologies, elles apprennent, elles deviennent une meilleure version d'eux-mêmes parce que elles ont eu des insights extérieurs, elles ont eu une nouvelle vision de leur métier, etc. Et donc, ça embarque tout le monde et ça plaît à tout le monde en général. Hmm. Je pense que les head of marketing doivent vraiment apprécier cette approche hein, parce que c'est aussi beaucoup plus facile de vendre cette presta-là, donc j'imagine à leur direction, en disant bah, Mm, écoutez, on va mettre, je sais pas moi, 3 000, 4 000 euros pour aller effectuer un testing sur une offre donnée et on maintient les performances sur l'existant parce qu'en fait, le risque, c'est que si on demande aux sales d'aller tester ça eux-mêmes, ils n'ont pas la bonne méthodologie, ils n'ont pas la patience. Tu dis, mais pourquoi est-ce qu'on s'embête à changer nos objectifs, à changer notre méthodologie, alors qu'en fait, ça fait baisser moi ma rémunération, ça fait baisser ma performance. Niveau mental, c'est pas forcément évident. Et là, on va avoir donc un expert du sujet qui va aller faire ce testing et après amener une méthodologie balisée, maîtrisée que eux peuvent activer, quoi. exactement. Et puis, bah, cette méthodologie, en fait, elle est venue au fil de collaboration avec des directions marketing. Parce qu'il y a cette culture de la data et du test et du recyclage de la donnée. Ce qui n'est pas forcément le plus utilisé, en tout cas le plus culturel dans les équipes commerce. T'entends quoi par recyclage de la donnée? C'est-à-dire que, en fait, un appel,
une conversation, elle va servir à plein de choses. C'est ce qu'on disait au début, c'est qu'on peut réutiliser les problématiques identifiées pour faire de la SEO, pour faire de la SEA, pour aller identifier un playbook sur la marque, enfin pour faire tout un tas de choses, de l'emailing, etc. Et en fait, cette même conversation va être exploitée sur plein de verticales différentes. Hmm. Ce message, en Moi, tout cas. je me rappelle une campagne de prospection que j'avais fait dans une région, c'était pour proposer des défibrillateurs à des établissements qui reçoivent du public. Donc ça, c'était avec une boîte qui était leader de son marché dans cette région. Et typiquement, ils pensaient, enfin la direction pensait, mettait la pression à leurs commerciaux en interne pour aller chercher de plus en plus de comptes. Et en fait, au fur et à mesure des appels qui étaient passés, on se rendait compte que finalement, il n'y avait pas tant de nouvelles, enfin en tout cas, les grosses entreprises étaient déjà équipées de ça et qu'il fallait soit trouver une offre complémentaire au fait qu'ils avaient déjà des défibrillateurs, ou Mm. deux, aller chercher des plus petits comptes. Et ça, donc, typiquement, en tout cas, ça fait partie des contextes où ça peut être pertinent parce qu'en fait, c'est comme si tu ouvrais les yeux à la direction commerciale et direction tout court en disant, bah, en fait, voilà, on a 60-80 conversations enregistrées. Écoutez ça, vous voyez concrètement quel est l'état de votre marché aujourd'hui. Et par rapport à ça, on peut prendre des décisions stratégiques, orientation, création de nouveaux produits, ouverture de nouveaux marchés, peut-être aller chercher d'autres zones géographiques parce qu'on a la data sur le fonctionnement du marché. Ouais, bah oui, exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à part ça que tu voudrais partager sur cette approche? Non, pas forcément, mais je pense que il y a vraiment une notion plus globale au niveau des appels à froid, c'est d'améliorer la qualité en fait des conversations et d'avoir des vraies approches conversationnelles avec les gens et arrêter de mettre des tunnels. Parce qu'en fait, là, le marché, on a tous il y a plein de parallèles dealers, il y a plein de manières de faire du volume d'appels. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de faire dégringoler le taux de décroché en France. Et juste, on va se retrouver comme aux US avec des taux de décroché qui sont à moins de 1%. Et en fait, la prospection à proprement dit va devenir de plus en plus difficile. Et je pense que les gens en ont aussi marre de se prendre des tunnels quand on les appelle, c'est-à-dire un bonjour, je fais ça, vous avez problème ça, est-ce que vous voulez bien qu'on prenne 15 minutes pour un cas d'usage? Je pense que ça, c'est une méthodologie qui commence à être, à être comment dire, désuète, je sais pas quel mot peut utiliser, mais enfin, qui ne fonctionnera bientôt plus du tout, quoi. Hmm. Tu peux détailler un petit peu plus cette approche tunnel? Moi, je pense beaucoup à l'approche AIDR. Où on va chercher avant d'avoir une conversation, à identifier, à dire le problème de la personne dans tel et tel cas, ensuite de lui dire et d'aller directement sur une demande de rendez-vous avant d'avoir réellement identifié si il y avait un enjeu de son côté et si le rendez-vous c'était le plus pertinent. En fait, si ça se trouve, quand on parle avec les gens, et là, j'ai le cas sur une campagne qui est on démarche des sites classés Céveso pour de la deep tech qui fait de l'anticipation de modélisation de ruissellement pluvial. Euh, En fait, les gens que je contacte, ils prennent pas un rendez-vous en fait au premier appel parce qu'en fait il y a trop de barrières, il y a trop d'enjeux derrière, les discussions sont collégiales, etc. Et quand on fait du nucléaire, quand on fait du missile, on peut pas se permettre de prendre quelqu'un en rendez-vous juste parce qu'il nous a appelé et qu'il a potentiellement une situation innovante. Donc en fait le mail c'est un très bon levier. Et en fait donc on a une approche exploratoire, donc on va prendre par contre, quand je les appelle, c'est des appels qui vont durer 7-10 minutes, parce qu'en fait, les gens prennent le temps, vu que le sujet est intéressant, les gens prennent le temps de creuser, de voir si on est sérieux, et ensuite, dans un second temps, ils veulent un mail pour pouvoir en discuter avec les équipes et replanifier un échange. Et quand on a ces rendez-vous, c'est pas des rendez-vous juste avec un décisionnaire, mais on a souvent des échanges avec 5-7 personnes de la même société qui s'occupent de ces sujets parce qu'on est sur des enjeux, des gros enjeux. Je reviens sur un point data. Donc, tu as dit que les appels vont potentiellement durer 7-10 minutes. Tu m'as envoyé un call qui durait 14 minutes. Donc, en fait, c'est des calls qui sont très longs. Toi, dans ton expérience, c'est quoi la moyenne quand on a cette approche tunnel? C'est quoi la durée moyenne de l'appel dans ces autres approches-là?
En moyenne, quand on est vraiment sur du tunnel, de l'idea ou des choses comme ça, il y a certains quand même, il y a certains marchés où ça fonctionne encore comme ça, hein. Je prends l'exemple des boucheries et des restaurants, par exemple. En fait, les gens sont pas du tout dans une dynamique d'approche exploratoire en général. C'est OK pour qu'on se rappelle 15 minutes un autre jour, quoi. Mais en moyenne, ces appels, ils vont durer plutôt entre 1 minute 50 et 2 minutes, 3 minutes maximum. Quand on est sur des approches exploratoires, on est plus sur des moyennes de 5-7 minutes d'appel. Et c'est là où tu as beaucoup de gens qui posent ça en début, quand ils prennent rendez-vous pour des services de prospection. Ils vont dire, en fait, moi, j'ai pas envie d'avoir que des rendez-vous. Donc, Mm. j'imagine des rendez-vous calés avec un process AIDA, 1 minute, 2 minutes. On ne sait même pas si peut-être la personne n'est pas décisionnaire sur ce sujet, s'ils ont quelqu'un en interne qui fait ça, s'ils sont matures ou pas là-dessus. Là, une approche, on va vraiment discuter, prendre le temps de comprendre, poser le décor. Et je pense que même les commerciaux ou les accounts exécutifs qui reçoivent ces appels-là, sont beaucoup plus motivés à aller faire les meetings parce que là, tu as tout le terrain qui est préparé pour avancer Mm. intelligemment vers une décision ou la mise en place d'une vraie solution. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et puis en fait, ça évite de mettre des process de fou, de growth, etc. pour limiter les no-shows. En fait, les gens sont engagés dans le rendez-vous. Et moi, je vois ce qui se passe assez régulièrement. Déjà, de base, j'ai peu de no-shows, même si ça a tendance à augmenter là depuis fin 2025, début 2026, mais apparemment, c'est quand même national. Euh, les gens sont plus volatiles, même s'ils sont intéressés. Mais ce qui se passe dans les trois quarts des cas, c'est quand ils peuvent pas venir à la réunion, en fait, ils prennent le temps de m'envoyer un mail ou de m'appeler avant pour me dire, bah, écoutez, en fait, on peut décaler tel jour et ils me proposent spontanément une autre date avant de me mettre un no-show. Ou alors quand ils mettent un no-show et qu'on les appelle, on recale directement parce que en fait ils avaient juste oublié ou ils sont pas assez digitalisés, ils ont pas cliqué sur le valider ou des choses comme ça. C'est quoi ta moyenne statistique en taux de présence, no-show, quand tu parles déjà définir juste des no-shows pour les personnes qui ne seraient pas à l'aise avec ce terme, et puis partager tes stats pour avoir un comparatif. Et ben, les no-shows, c'est quand une personne se présente pas au rendez-vous et qu'elle prévient pas et qu'après elle devient difficile à rejoindre pour essayer de replanifier le rendez-vous. Et moi, ma statistique de no-show, elle est aux alentours de 20%. J'ai 20% des personnes qui ne viennent pas au rendez-vous et qui ne préviennent pas. Néanmoins, là, depuis que j'ai une approche plus conversationnelle, exploratoire des rendez-vous, maintenant, en fait, quand ces personnes ne viennent pas au rendez-vous et qui n'ont pas prévenu en amont, en fait, c'est super facile de replacer le rendez-vous parce que même si sur le coup, ils n'ont pas répondu, ils ne sont pas présentés sur la visio, ils n'ont pas répondu au téléphone, en général, je leur envoie un SMS et ils replanifient de même l'échange. Moi, j'ai presque envie de dire, tu as respecté un humain, tu l'as bien traité, tu as pris le temps sur un vrai sujet, et en retour, en fait, juste peut-être par réciprocité, la personne va te témoigner un respect égal ou proche, en fait, de ce que tu Mm. lui as témoigné. Et en fait, bah, écoute, on a vraiment discuté d'un sujet, et si la personne reste 14 minutes, 10 minutes, 8 minutes au téléphone avec toi, quand même se rappeler le contexte, hein, c'est des personnes qu'on appelle à froid, qui n'ont Mm. rien demandé, qui étaient peut-être en train de discuter avec quelqu'un, il était peut-être sur son ordi en train de lire un livre ou que sais-je. Et là, tu arrives à faire rester à cette personne à plus de 10 minutes au téléphone avec toi. C'est énorme, c'est très fort. Et il y avait une data, je pense, c'était Gong qui avait sorti ça dans une étude. En fait, déjà, plus tu restais au téléphone avec la personne et plus tes chances de booker le rendez-vous étaient élevées. Et puis juste, en fait, en retour d'expérience, tu as eu aussi, il me semble, il y a 1 ou 2 semaines de ça. En fait, quand tu restes longtemps au téléphone avec la personne, elle est quasiment déjà closée. Là, le point, le meeting, c'est parfois juste une formalité, mais déjà tout le boulot est fait et la personne, elle est prête à s'engager avec toi. Oui, c'est ça. Après, souvent, ce qui se passe quand bon, ça dépend du niveau de complexité de la vente, mais après, en fait, le R1, hein, le premier rendez-vous, va avoir vocation à trouver en fait comment on peut travailler ensemble, plus que de te faire une discovery, comment je peux te pitcher ou je peux te convaincre. On passe dans une approche où bah ouais, là on est deux personnes qui se sont respectées en fait et qui ont une vraie conversation et en fait qui prennent rendez-vous
parce qu'il y a un intérêt mutuel à prendre rendez-vous. Et la question, c'est plus forcément d'essayer de convaincre l'autre, mais d'essayer de trouver les leviers pour pouvoir travailler ensemble. Et après, il y a tout un tas de méthodes qu'on peut mettre en place, que ce soit du spice, etc. Mais le fond, c'est qu'on a une discussion avec quelqu'un qui est notre égal, et pas en mode j'essaye de te pousser une solution, quoi. Hmm. Ouais, je pense que c'est même l'idéal hein, pour quelqu'un qui se fait prospecter quand on t'appelle un C-level. T'appelles un expert de son sujet, forcément. Il s'attend à avoir En tout cas, enfin, j'imagine que la personne s'attend à avoir une conversation intelligente sur un sujet donné. Imagine, je te prospecte pour te parler, je ne sais pas moi, d'un parallèle dialer, d'un outil pour optimiser ta prospection. Forcément, c'est ton sujet. Tu t'attendras à avoir quand même un certain niveau de détail, de compréhension. Et quand tu prends le rendez-vous et tu sais que c'est quelque chose que tu peux potentiellement activer, ou en tout cas qui mérite que tu bookes à 15-30 minutes de ton temps, ça va pas juste être une démo comme ça, mais quelque chose qui peut t'apporter de la valeur, quoi. Ouais, c'est clair. Et vu l'état du marché, en fait, on peut plus se permettre en tant que SDR ou commerciaux ou juste sur la partie prospection téléphonique, aller vers des comptes sans avoir une connaissance de son marché qui est quand même assez fine. Je trouve que les prospects, et c'est bien, demandent d'être plus précis et plus concis et d'être plus percutant dans les approches, dans les échanges. Euh, L'objectif, c'est pas juste de faire parler la personne, mais c'est que quand elle parle, en fait, comprendre ce qu'elle dit et savoir répondre. Et pour ça, il faut connaître en fait il faut connaître son marché, il faut connaître l'état de son marché. Hmm. Ouais, j'ai envie de te poser une question quand tu parles de l'état du marché. Donc là, on enregistre cette vidéo, on est le 12 février 2026. C'est quoi l'état du marché là actuellement et pourquoi c'est autant un facteur important sur la partie commerciale? Eh ben, en l'an de grâce 2026, la prospection et non, en vrai, je trouve que c'est de plus en plus compliqué en fait de prospecter. Il y a de moins en moins de budget dans les sociétés. Euh, les cycles de vente, on l'a vu, il y a plein d'analyses là-dessus, ont tendance à s'augmenter, à s'allonger. Du coup, c'est de plus en plus difficile. En fait, il faut sortir son épingle du jeu. Et pour sortir son épingle du jeu, pour moi, il faut connaître sa cible. Il faut connaître son marché, comment il fonctionne, ses mœurs. Moi, je sais qu'avant une mission, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir des enregistrements de rendez-vous clients pour en extraire les champs lexicaux. Et ensuite, j'apprends par cœur ces champs lexicaux pour pouvoir les replacer dans les conversations. Et j'essaye de comprendre pas uniquement le problème de mon prospect, mais en fait la mécanique de résolution de problème qu'il y a la boîte pour laquelle je travaille. Ça, c'est, enfin, je fais un focus sur un point. Donc, quand tu as dit, tu mémorises, enfin, il y a vraiment un effort de ta part pour apprendre par cœur les champs lexicaux d'un domaine donné quand tu signes une nouvelle mission. Ah oui, oui, tout à fait. En fait, je signe une mission, il y a une réunion de lancement, et ensuite, ça, le prospect, le client ne le voit pas forcément, mais il y a un gros travail sur plusieurs jours, en tout cas qui sont répartis sur plusieurs jours, mais d'apprentissage et du secteur et des mots-clés, quoi. Parce qu'en fait, Hmm. sinon, on est juste à côté, ou alors on va pas parler à un restaurateur comme on parle à un directeur industriel. C'est pas le même verbatim, c'est pas les mêmes mots-clés. Et ne serait-ce qu'une PME et une start-up, c'est pareil, c'est pas les mêmes mots qui sont utilisés. En écoutant tes recordings, je t'ai toujours trouvé très. En fait, quand j'écoute tes appels, même quand tu commences des nouvelles missions, euh, on a l'impression que tu as bossé dans le domaine pendant des années, tu vois. Et c'est justement en fait ce travail invisible que tu fais qui te permet d'avoir ça et d'éviter les bégaiements, les hésitations pendant l'appel et d'être super sharp par rapport Mm. à ce que tu fais comme call. Et pour terminer, j'aimerais bien te poser d'ailleurs la question. Est-ce que toi, tu es pour ou contre le fait de mettre en place des scripts de prospection pour des équipes commerciales et de leur demander de mémoriser ces scripts-là au moment d'aller passer des appels de prospection? Oui, je suis plutôt pour les scripts. En fait, pour moi, le script, il permet de pouvoir sortir en fait de la trame, mais de connaître en tout cas les bases de fonctionnement et de pouvoir avoir une idée claire de ce qu'on va dire. En fait, de pouvoir simplement dire les choses. Euh, Si on n'a pas de script, mine de rien, ou en tout cas si on est
si on est junior et qu'on n'a pas de script, on ne peut pas avoir une vision claire de ce qu'on va dire. Après, je suis contre les scripts qu'on doit respecter à la lettre. Pour moi, le script, c'est juste une ossature qui doit te permettre de pouvoir avoir de la rhétorique derrière. Ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, je te pose cette question parce que hier, j'étais en train de batailler dans un point avec une téléprospectrice, une cliente et son AE, en disant qu'en fait, bah, tu vois, c'est un client avec lequel on bosse depuis 9 mois de ça. En fait, aujourd'hui, ça fait un moment qu'on bosse ensemble. Donc, ils Mm. sont venus nous voir. C'était au démarrage, en tout cas au lancement d'une stratégie commerciale. On a fait beaucoup d'appels pour eux. On a eu une approche un peu exploratoire au début. On a un peu cartographié. Donc, on maîtrise plus ou moins leur sujet et le fonctionnement des éléments. Maintenant, on est en train de faire de l'upmarket. On est en train d'appeler des comptes de plus en plus importants et qui sont de plus en plus techniques sur les sujets. Et cet enjeu de permettre aux commerciaux de pouvoir être précis pendant les appels parce que on est dans des domaines très techniques et les commerciaux, bah, c'est pas forcément leur sujet que d'être aussi technique. Et là, moi, je me dis, bah, je pense qu'un script d'appel ferait beaucoup de bien. Et souvent, les objections quand tu parles, quand tu partages ces idées, c'est que les gens pensent que quand tu as un script, tu vas forcément sonner comme un robot, ça ne sera pas naturel. Et moi, mon point de vue là-dessus, c'est de dire, bah, j'ai sorti cette phrase-là hier, c'est que on regarde tous des films et des séries, et en fait, un film et une série, c'est scripté de A à Z. Maintenant, il y a des personnes qui ont pris le temps d'apprendre ces scripts-là, de se les approprier, et qui te les sortent de manière à ce que ça fasse naturel. Et le script va justement permettre, tu vois, quand tu as parlé de mémoriser les bons mots-clés, les champs lexicaux, les bonnes phrases, à tout de suite passer des calls, à être expert sur le sujet, parce que dans tous les cas, ceux qui vendent sont très rarement ceux qui ont conçu le produit ou le service, et il y a un enjeu de fusionner les deux pour passer des appels et avoir des conversations intelligentes avec des prospects informés et exigeants par rapport à la conjoncture actuelle. Ah oui, c'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi. Et pour moi, on peut pas aller en mission sans script, ou du moins, en fait, on peut pas, même si on est expérimenté, etc. euh, pour moi, le script, il doit être, enfin, le fonctionnement de la boîte, il doit être appris par cœur, et avoir des mémos sur les objections, sur qu'est-ce qui fonctionne le mieux en termes de réponse à telle ou telle objection. C'est important de les avoir de côté, ne serait-ce que les noter, c'est un premier pas vers l'apprentissage, et connaître et savoir pitcher en quelques mots la société, c'est hyper important. Et ça, en fait, ça passe par réécouter ses appels, son fonctionnement. Et je pense que tous les gens qui disent qu'ils ne veulent pas de script, qui disent qu'après on fait un robot, etc., et patati patata, mais en fait, ils devraient se réécouter quand ils font leurs appels, et ils verront tout de suite, en fait, leurs lacunes. Parce que aller la fleur au fusil pour aller prospecter des cibles techniques, en fait, c'est juste cramer de la base de données. Et je pense que c'est important de prendre en compte que, bah, en fait, on ne peut pas connaître par cœur toutes les normes techniques de tous nos clients. Donc, en fait, avoir le moyen, avoir des mémos, c'est être plus sharp. Ouais, tu as un use case. Enfin, je sais pas, moi, tu as le prospect qui te partage une objection. Tu n'es pas dans la technique, tu n'es pas dans le delivery, mais le fait d'avoir justement ces mémos te permet de rapidement isoler, OK, en fait, telle objection, ça me fait penser à tel use case. Et là, tu partages des use cases extrêmement précis au prospect au téléphone et tu l'incites à prendre rendez-vous avec toi parce que tu as l'air en tout cas de bien connaître ton sujet Mm. et tu lui réponds simplement de manière pertinente. Oui, c'est ça. Et puis, telle objection, je ne sais pas la traiter. Je dis à mon client que je ne sais pas la traiter et que je vais me renseigner. À mon prospect que je ne sais pas la traiter, je vais me renseigner. Et puis, je rappelle et je demande à mon prospect si je peux le rappeler après quand j'ai la réponse. Parce que là, il m'a mis à l'amende. Et en fait, moi, mon but, c'est d'apprendre. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment dans des cibles où je démarchais des DSI pour vendre de la téléphonie d'entreprise dans dans des concessions automobiles. Et en fait, les gars sont hyper précis sur les approches. Mais enfin, dans, il y a un moment où je peux pas tout connaître du fonctionnement de la fibre, du numérique et des espaces de la cyber dans le cloud. Euh, du coup, c'est plein de fois, en fait, j'ai réussi à prendre des rendez-vous en 2 fois, parce qu'en fait, on est allé dans la discussion on a commencé à effleurer une première couche de discussion, on est arrivé sur des points que je ne maîtrisais pas, qui ne me permettaient pas et qui n'étaient pas utiles dans ce cas-là, parce que mon client était assez exigeant sur les rendez-vous, qui n'étaient pas utiles de convertir en rendez-vous.
Mais par contre, en fait, j'ai fait la démarche de dire au prospect que je ne maîtrisais pas le sujet, que j'allais m'enseigner pour avoir une réponse et qu'ensuite je le rappellerai. Et et de lui demander si la démarche que je lui propose, est-ce qu'il est d'accord avec ça? Est-ce qu'il répondra au deuxième coup de fil que je lui passerai? Et là, en fait, en général, ça crée vraiment un lien. Et du coup, ensuite, le deuxième appel, on peut aller beaucoup plus précisément euh, dans le sujet du prospect. Hmm. Et on revient finalement à cette approche intelligente, Mm, conversationnelle, mais pas de tunnel où on ferme les gens et on veut caler des rendez-vous en 2 minutes. exactement. Valentin, merci pour ton temps. Comment est-ce qu'on peut te Avec plaisir. contacter si jamais on veut bosser avec toi? Comment ça se passe? Très simplement sur LinkedIn ou en demandant à Fahim sur sa chaîne, il répond très rapidement. Et, euh, et sinon directement via mon lien de prise de rendez-vous qui sera en dessous de la vidéo. Valentin force pour placer son lien en dessous de la vidéo, mais j'allais te le demander dans tous les cas. Donc, on mettra le lien de ton Calendly plus le lien du LinkedIn. Comme ça, si jamais vous voulez le contacter, vous pourrez faire ça. Valentin, je pense que ça fait 1 an et demi maintenant qu'on se connaît. Quand Mm. j'ai dit plusieurs fois écouter les appels, c'est parce qu'en fait, on se partage régulièrement des calls, euh, on échange, on débat sur plein de sujets différents. Donc, il y a une vraie expertise très forte sur cette partie donc prospection exploratoire, approche intelligente, conversationnelle, mais pas bourrin qui passe des calls et qui, intéressé, pas intéressé, pas intéressé, raccroche. Ça, l'IA peut le faire. Mm. Vous pouvez faire même des appels à l'étranger de cette façon-là. Si on fait du call sur des C-level, il faut amener de la qualité, il faut y amener de l'intelligence et je pense que tu as une très très belle approche pour répondre à ces enjeux. J'essaye en tout cas. C'est génial. Merci Valentin. Merci Fahim, ciao, ciao.